Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence en ligne attribuée aujourd'hui au second avis médical, service que nous avons mis en place depuis le 1er janvier 2020 au sein de l'institution et au bénéfice de vous, salariés et retraités, adhérents de notre institution, et ainsi notamment que tous vos ayants droit inscrits sur la mutuelle IPK. Alors, bien entendu, on démarre toujours par notre leitmotiv, le message de notre directeur général Philippe Ricard, puisque préserver le patrimoine de l'aéronautique, qui est notre métier au quotidien, c'est de vous protéger, vous, les femmes et les hommes qui le construisent au quotidien. Et c'est donc la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui et que nous vous présentons toujours de nouveaux services et des services innovants. Alors, je vais laisser la main à Hao. Hao, peux-tu nous présenter aujourd'hui et les quelques fonctionnalités du site, s'il te plaît? Merci Adriana, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes accompagnés par notre partenaire service Deuxième Avis, avec la présence de la cofondatrice et présidente Madame Pauline Dorjeval. Nous avons également l'honneur d'accueillir la directrice médicale, qui est aussi médecin généraliste, Dr Isabelle Adamovic, parmi nous, qui va nous raconter pourquoi un second avis médical est important, notamment quand nous sommes confrontés à un problème de santé sérieux. Et n'oubliez pas votre équipe IPK, Adriana et moi, dédiés au service, et Ludovic et Constance qui vont vous accompagner à travers le chat, les questions et le sondage. Avant le décollage, un petit mot sur le fonctionnement de la conférence. La première chose, c'est de rassurer que vous avez une bonne connexion de réseau chez vous. Et si vous regardez à droite de votre écran, vous avez un onglet chat pour échanger avec nous. Vous avez un onglet de questions pour poser toutes vos questions, interrogations. Et à la fin de la conférence, dans le 3e onglet sondage, nous vous soumettrons deux petits sondages. Je vous remercie par avance de prendre quelques instants pour y répondre. Et à la fin, il me juste reste une chose à vous préciser. Chacun d'entre vous recevra d'ici quelques jours le replay de la conférence, le support de la présentation ainsi que les réponses à toutes les questions qui auront été posées durant cette conférence. Merci. Je laisse la parole à Adriana. Merci beaucoup, Hao, c'est très clair. Si vous avez quelques difficultés, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Constance est là pour vous guider au maximum. Alors, nous sommes ensemble pour 1 heure. Nous avons quelques escales. Ne vous inquiétez pas, après chaque escale, nous allons faire une pause de session questions-réponses. Tout d'abord, je vous présenterai nos convictions, pourquoi nous, IPK, nous avons choisi ce service-là depuis le 1er janvier 2020 à développer à notre portefeuille. Dr Adamovic va vous présenter les intérêts médicaux de ce service. Et ensuite, Madame Dorjeval va prendre la main sur la présentation du deuxième avis médical et on va vous présenter quelques retours d'expérience et de témoignages. Alors, concernant nos convictions, bien évidemment, vous avez maintenant, pour ceux qui sont aguerris de nos conférences, le mot « accompagner » revient très souvent. On en a parlé tout à l'heure dans notre leitmotiv dit par Philippe Ricard. On est là vraiment pour vous accompagner, vous, acteurs de la communauté aéronautique, spatiale et défense, pour continuer en fait de poursuivre votre protection. Et là, aujourd'hui, l'idée principale, c'est que vous, salariés, vos familles, tous vos services ressources humaines et tous les travailleurs sociaux qui nous accompagnent, qui nous suivent, que vous puissiez en fait vous sentir en tout cas porté par IPK tout au long de votre vie, dans toutes les situations difficiles, comme les maladies graves, lourdes et rares, maladies que nous allons aborder aujourd'hui. Notre deuxième objectif aujourd'hui, c'est aussi de vous sensibiliser. Parce que très souvent, quand nous sommes dans des cas de maladies graves, lourdes et rares, nous avons un manque de sensibilisation et d'information.
Donc, l'idée, c'est de vous faciliter en fait votre prise de décision médicale dans ces moments très importants de la vie et pour ces pathologies très lourdes. Docteur Adamovic, je vais vous laisser la main. Est-ce que vous voulez bien nous présenter les intérêts de ce service? Oui, bonjour à tous. Je commence cette session par une boutade, puisque je crois que l'intitulé de la session, c'était « Deux avis valent mieux qu'un ». Et effectivement, mon propos va être d'introduire cette notion de second avis médical et en quoi on pense effectivement qu'un second avis est nécessaire. Et je vais développer ce propos. Il est clair que quand on parle d'un deuxième avis médical, ça veut dire qu'il y a déjà eu un premier avis médical spécialisé dans la plupart des situations qui a été posé, ce qui veut dire qu'un diagnostic a pu être posé, ce qui veut dire aussi qu'une stratégie thérapeutique a pu être proposée aux patients également, et que c'est à ce moment-là, pour cette personne, que des questions peuvent émerger, des questions qu'il n'a peut-être pas eu l'occasion de formuler lors de la première rencontre avec le médecin. Et il se trouve confronté à devoir prendre une décision dans un contexte où il a le sentiment qu'il n'a peut-être pas tous les éléments pour gérer et prendre cette décision de façon sereine. Pourquoi, à notre avis, un deuxième avis médical est nécessaire avant une décision médicale importante? Je vais passer sur trois questions qui détaillent ce terme de nécessité. Tout d'abord, vous donner des éléments sur le fait que solliciter un deuxième avis médical, c'est quelque chose qui est légitime. Ensuite, j'aborderai une question un peu plus globale et un peu plus de contexte. En quoi c'est justifié et en quoi actuellement ça l'est de plus en plus avec une médecine qui s'est sophistiquée, qui s'est hyper spécialisée. Et en quoi finalement aussi solliciter un deuxième avis médical, c'est une façon de reprendre la main dans une situation où on peut se retrouver beaucoup plus vulnérable. Et en quoi ça va donner des bonnes capacités pour gérer ce moment de vie. Tout d'abord, un deuxième avis médical, c'est légitime au sens de la loi, au sens de l'article du Code de santé publique, tout d'abord, l'article 35 du Code de la santé publique qui demande à ce que tout médecin délivre une information loyale, claire et appropriée à son patient sur son état, sur les investigations qui peuvent être menées, sur les soins qu'on va lui prodiguer. Et on demande également dans cet article au médecin de tenir compte de la personnalité du patient dans la façon dont il va amener ses explications, dont il va les formuler, et qu'il doit aussi s'assurer de leur bonne compréhension. Je dirais que 2002, la loi du 4 mars 2002, c'est un moment important dans l'évolution de la relation médecin-patient. C'est la loi Kouchner qui a renforcé les droits du patient et qui a vraiment posé de façon très claire la nécessité d'inclure le patient dans le processus décisionnel qui entoure sa santé. Que ce soit le respect des volontés du patient, que ce soit, comme je vous le disais, la nécessité de lui délivrer une information claire, loyale et appropriée, que ce soit d'y associer quand c'est nécessaire la présence, la participation de la famille, la participation d'aidants, de proches. Et donc, on a doucement évolué vers une notion de partenariat qui n'était pas aussi précise et aussi appuyée jusqu'alors. Aujourd'hui, toute personne, tout patient a le droit de requérir un deuxième avis médical sur sa situation en sollicitant son médecin traitant. Et celui-ci va le diriger vers un second confrère spécialisé. Le fait de passer par son médecin traitant, ça permet d'être inscrit dans le parcours de soins et de bénéficier d'un remboursement par la sécurité sociale.
Parfois, ce n'est pas le patient qui va avoir l'initiative de cette sollicitation. Ça peut être le médecin traitant aussi, ça peut être le confrère spécialisé qui propose qu'il y ait un avis plus spécialisé ou un avis différent sur la même spécialité qui puisse être proposé dans une situation médicale complexe, dans des situations de pathologie rares pour lesquelles on sait que les référents sont peu nombreux. Et puis, plus récemment, sont arrivées aussi des solutions d'accès direct via des services en ligne avec la possibilité de transmettre les informations que le patient a à sa disposition, son dossier médical, les écrits dont il dispose, les examens complémentaires qu'il a pu réaliser pour pouvoir solliciter une lecture à distance et en temps différé de sa situation et une analyse et des propositions. Ce service-là est pris en charge par certaines complémentaires santé, mais n'est pas encore remboursé par la sécurité sociale. En quoi on peut glisser doucement de cette notion de légitimité, de ce recours à un second avis médical, à quelque chose qui est plus justifié en termes de service médical rendu, on va dire, pour parler comme les pharmaciens, en termes d'efficience dans le parcours de soins qui va être proposé à un patient. Ce qu'on observe, c'est que avoir la possibilité d'un second avis médical, ça va avoir plusieurs effets. Premier effet, l'amélioration de la compréhension de la situation par le patient, avec parfois des informations plus détaillées, des informations surtout qui peuvent être formulées différemment de la façon dont cela a été fait lors de la première entrevue. Ça va être aussi parfois la possibilité d'ouvrir des options qui n'avaient pas été envisagées, des options thérapeutiques qui n'avaient pas été envisagées ou proposées lors de la première entrevue, et de rediscuter les bénéfices de chacune de ces options, mais aussi les risques qui peuvent y être attachés. Bien entendu, tous ces éléments qui enrichissent la perception de la situation médicale par le patient, ça concourt à une prise de décision qui ne va pas être forcément plus facile à gérer, mais qui donnera quand même des éléments, des arguments pour avancer et pour finalement aboutir à une décision. Dans certains cas, et on a maintenant avec deuxièmeavis.fr un peu de recul et suffisamment d'effectifs de situations traitées, on observe que le second avis va permettre de confirmer ou parfois d'infirmer un diagnostic dans des situations rares ou complexes. Ça va confirmer ou non la nécessité qu'il faut intervenir chirurgicalement ou qu'il faut plutôt rester sur une stratégie médicamenteuse, par exemple. Ça va parfois élargir aussi le champ des possibles en termes de stratégie thérapeutique et ouvrir la possibilité à des alternatives. En 1994, le rédacteur en chef du New England Journal of Medicine a traité cette question à une époque où entrait dans le vocabulaire commun de la recherche et de la science médicale la notion d'evidence-based medicine, donc une médecine fondée sur les preuves, c'est-à-dire une médecine et des décisions médicales qui ont été étayées par une démarche scientifique rigoureuse, par un traitement statistique rigoureux et qui permettent de proposer ou une démarche diagnostique ou des solutions thérapeutiques solides et étayées par la science et par des effectifs statistiquement significatifs. En face de cette notion de science et de traitement populationnel, lui, il a plutôt regardé le versant des situations où il revendique la nécessité d'un dialogue explicite entre le médecin et le malade pour orienter au mieux la décision dans la situation particulière du patient. Il parle de toutes les situations où il y a des différences significatives entre les résultats thérapeutiques attendus possibles, les situations où on sait que les traitements qui peuvent être envisagés ont des effets indésirables qui peuvent être assez sensiblement différents d'une personne à une autre,
les situations où il va falloir arbitrer entre des bénéfices et des risques sur du court terme, mais aussi sur du moyen ou du long terme, et les situations qui sont plus spécifiques aux patients, les patients qui vont avoir une aversion forte à la prise de risque, les patients qui sont sensibilisés du fait de leur histoire à certains risques et pour lesquels, même si l'état de la science est de proposer telle ou telle solution thérapeutique, les éléments fonctionnels de leur vie quotidienne entrent en ligne de compte et peuvent moduler la décision qui sera nécessaire de prendre pour cette personne. On passe de ce qu'on a appelé pendant longtemps la décision éclairée, donc ce que je reflétais tout à l'heure dans l'injonction qui est faite aux médecins de délivrer une information claire, loyale et appropriée, donc de pouvoir transmettre aux patients les conséquences potentiellement invalidantes d'une pathologie grave ou rare, mais également le bénéfice et le risque d'une intervention. Et donc, de permettre aux patients d'envisager ce qui peut se passer s'ils décident de remettre une intervention à plus tard ou de ne pas la faire. Et puis, toute la discussion autour des alternatives thérapeutiques envisageables et des conséquences que cela peut avoir sur la vie quotidienne du patient, sur son autonomie, sur sa qualité de vie. Il est aujourd'hui assez partagé dans la communauté médicale que, par exemple, dans des situations de cancer de la prostate, il y a plusieurs alternatives thérapeutiques qui vont être plus ou moins interventionnelles ou qui vont plus requérir une vigilance et un suivi des patients, et que la décision, elle doit se faire en bonne intelligence avec le patient et en lui expliquant le bénéfice et le risque de chacune de ces alternatives. Des situations d'incontinence urinaire peuvent affecter la qualité de vie et le quotidien des personnes concernées de façon très différente, et ils entendront du coup de façon aussi très différente les effets indésirables d'une intervention chirurgicale, par exemple, qu'on peut leur proposer en fonction de la gêne qu'ils peuvent ressentir au quotidien. Et aujourd'hui, on est donc passé de ce qu'on a appelé la décision éclairée à plutôt une notion de décision partagée, dans laquelle on va discuter des éléments de médecine basés sur les preuves, parce que c'est le meilleur service à rendre au patient, c'est de lui donner l'état de la science dans sa situation spécifique, l'expérience clinique, l'expertise médicale du praticien qui s'adresse au patient, mais tenir compte aussi de l'expertise du patient, de ses valeurs, de ce qui est important pour lui au moment où il en est de sa vie et des éléments qualitatifs qui importent pour lui. Les Canadiens, je vous l'ai mis à titre d'illustration, ont édité un petit support destiné aux patients sur les questions un peu génériques qu'on peut poser à un médecin quand on est dans l'indécision et qu'il faut pouvoir avancer et être éclairé sur le champ des possibles. Pour finir, donc, je conclus sur pourquoi 2 avis valent mieux qu'un. On est confronté, quand une annonce médicale de quelque chose de sérieux, de quelque chose de potentiellement grave qui nous arrive, on est confronté souvent à un premier moment de sidération où il faut assimiler l'information qui vient de nous être donnée. Et c'est très difficile de reprendre pied et d'être proactif et de poser des questions. La possibilité d'avoir eu ce premier moment, d'avoir compris l'enjeu qui existe à ce moment-là et de pouvoir solliciter un deuxième avis, c'est de se préparer à reprendre du pouvoir sur cette situation, pouvoir poser des questions qui sont les questions qu'on se formule et qui ont une importance spécifique par rapport à la situation de vie dans laquelle on se trouve. Et ça permet de revenir dans la discussion, d'y prendre sa part entière et de regagner de l'autonomie et de la compétence dans la discussion qui s'instaure sur le parcours de soins à élaborer avec son médecin traitant
et puis également avec l'équipe médicale qui peut comprendre aussi le médecin spécialiste de première intention, mais avec du coup quelque chose qui est beaucoup plus riche en termes de connaissances des différentes parties. Voilà pour ma partie. Merci beaucoup, docteur Adamovic, c'était clair. Alors, Ludovic, a-t-on des questions déjà sur cette première partie? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette conférence. Alors, à ce stade, peu de questions. Il y avait une question concernant, même si ça avait été annoncé en début de conférence, mais pour ceux qui viennent de nous rejoindre, donc on vous adressera d'ici quelques jours un replay de la conférence et puis on y joindra le support qui vous est présenté. On y ajoutera les réponses aux questions que vous nous posez. Donc, via l'onglet questions. J'ai une première question. Je vais l'afficher, Adriana. Donc, une question de Yannick. J'ai fait une opération qui, pour ma part, n'a pas amené un résultat escompté, mais qui est correcte pour mon chirurgien. Puis-je demander un deuxième avis à un autre chirurgien sur le résultat de l'opération? Alors, la réponse nous sera peut-être plus apportée par le docteur Isabelle Adamovic ou Pauline Dorgeval. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, donc je comprends qu'il y a eu une intervention chirurgicale qui n'a pas apporté le bénéfice qui était attendu, mais que le chirurgien est satisfait de son geste, j'imagine. Et la personne donc demande si un autre chirurgien pourrait intervenir. On est sur un sujet qui est assez complexe, si je comprends bien la question, qui est de la discussion entre un résultat d'une technique chirurgicale qui peut être tout à fait satisfaisante, mais par ailleurs peut-être des effets indésirables ou un impact sur le quotidien de la vie de cette personne qui n'avait pas été suffisamment explicité ou pris en compte dans la discussion initiale. Je pense qu'il est possible de demander à un autre chirurgien son avis, je dirais non pas sur le résultat de l'intervention chirurgicale, parce qu'il ne pourra pas discuter de est-ce que le chirurgien numéro 1 a fait un geste qui est correct, qui remplit l'objectif qui était fixé initialement. J'imagine que la conséquence, elle est plutôt sur ce qu'on appelle les éléments fonctionnels, la fonctionnalité et le résultat qui était attendu par le patient, et peut-être que effectivement lui n'a pas retrouvé des capacités à la hauteur de ce qui était prévu. Donc c'est possible d'interroger un autre chirurgien, bien entendu, non pas sur le geste chirurgical en tant que tel, mais peut-être sur les conséquences fonctionnelles, sur la façon d'y remédier s'il y a des conséquences qui sont importantes pour ce patient, et d'envisager ce qui est possible à l'issue de cette première intervention dont il n'est pas complètement satisfait. Merci Isabelle, je me permets d'intervenir pour compléter aussi. Deuxième avis n'est quand même globalement pas un service comme l'a dit Isabelle, hein, de critique vis-à-vis d'un premier résultat. Donc, parce que là, il y a des expertises, il y a des experts médicaux qui sont spécialisés sur ces sujets, et c'est pas tellement l'objet de deuxième avis. En revanche, s'il y a des pistes de prise en charge par la suite et demander finalement comment améliorer effectivement les capacités ou quoi faire pour la prise en charge future, c'est très pertinent. Mais si c'est juste pour à distance, dire si le geste a été correct ou pas, on n'est pas. Il y a des services qui sont quasiment judiciaires sur le sujet, et c'est pas notre service qui est pertinent. Merci à vous deux. Alors Yannick, qui nous avait posé cette question, l'a complété, donc je le partage également. Est-ce que la notion d'un deuxième avis marche aussi en cas d'un souci post-opératoire? Donc vous y avez répondu, peut-être que vous souhaitez compléter, mais globalement, on a eu la réponse juste avant. Alors je regarde dans le chat, on a peu de questions, donc je vous propose d'avancer. On fera une nouvelle pause questions ensuite.
Merci beaucoup, Ludovic. Alors, Madame Dorgeval, vous êtes cofondatrice, désolée, j'y arrive, et présidente de deuxièmeavis.fr. Aujourd'hui, pouvez-vous nous expliquer quels sont vos enjeux et surtout qui est Deuxième Avis? Bon, bonjour à tous. Voilà, merci de nous accueillir. Peut-être avant de rentrer dans la présentation du service, effectivement, vous dire pourquoi est-ce qu'on a monté ce service. Et comme toujours, à l'origine d'une aventure entrepreneuriale, souvent, ce sont des histoires personnelles qui nous y ont emmenés. Donc, dans mon cas, en fait, il y a 7 ans, mon fils était suivi à Necker, à l'hôpital Necker pour sa scoliose depuis 4 ans. Et à un moment donné, le médecin orthopédiste qui le suivait nous a dit qu'il fallait l'opérer, mais que l'opération était risquée et donc qui nous incitait à prendre un deuxième avis. En revanche, il nous disait que la médecine n'était pas une science exacte, que chaque équipe avait ses techniques opératoires et que c'était important que si notre fils se faisait opérer, la famille et les parents étaient convaincus du bienfait de l'opération. On a trouvé que c'était une très bonne idée. On a même été étonnés, alors qu'on fait faire des doubles devis sur plein de choses beaucoup moins importantes, de ne pas y avoir pensé nous-mêmes. En revanche, il ne nous avait pas orienté vers une autre équipe médicale. Et donc, on a mis 10 jours avant d'identifier un autre expert en scoliose infantile. On a mis 4 mois pour obtenir un rendez-vous, puisque en fait, souvent, les rendez-vous physiques sont très engorgés par ces médecins super experts. Et quand on est arrivé dans cet autre hôpital, il se trouve que notre fils, qui est autiste, a fait une énorme colère, une crise d'angoisse et n'a pas pu rentrer dans l'hôpital. Et donc, je suis arrivée avec son dossier, mais sans mon fils, qui était gardé par son père, du coup, à l'extérieur. Le médecin orthopédiste m'a complètement déstressée en disant « Madame, votre dossier est complet, je vais pouvoir vous poser des questions et je vais pouvoir vous répondre et vous donner un avis sérieux parce que, voilà, encore une fois, j'ai toutes les pièces du dossier et en particulier, il y avait l'IRM et les imageries. L'avis était concordant, mais en sortant de ce rendez-vous, finalement, je me suis dit, mais on a attendu 4 mois, on a provoqué une énorme colère, on a dû prendre, mon mari et moi, une journée de travail alors qu'on aurait pu avoir un avis sérieux d'une personne référente sur le sujet par dossier. Et voilà, ça m'a donné avec mes associés envie de monter ce service. Donc effectivement, à l'origine du service, c'est un besoin patient important. La médecine s'est surspécialisée depuis plusieurs années parce qu'elle a fait énormément de progrès. Et donc, même les équipes médicales traitantes, même les médecins ont parfois des difficultés à orienter vers un médecin expert d'une certaine pathologie. Donc, la première difficulté, c'est j'ai une pathologie, comment je peux trouver un médecin expert ? La deuxième difficulté, c'est une fois que vous avez identifié une équipe experte, c'est comment obtenir un rendez-vous rapidement, sachant que voilà, les médecins référents souvent voilà, ont des délais de consultation de plusieurs mois, voire de plus de 6 mois. Et donc, ce n'est pas toujours compatible avec une décision médicale rapide. Et le troisième sujet, c'est qu'on se précipite maintenant tous sur Internet pour trouver des informations, mais les informations ne sont pas du tout personnalisées, pas du tout fiables ou pas toujours fiables. Et donc, c'est une angoisse supplémentaire. Donc, en gros, on est tous confrontés à un moment donné de notre vie à un problème de santé sérieux, que ce soit pour soi ou pour nos enfants, éventuellement pour nos parents, et que c'est un véritable parcours du combattant. Alors, juste un petit mot pour vous dire qui on est. On est une entreprise à mission. Notre objectif, c'est vraiment de faciliter l'accès à l'expertise pour tous les patients confrontés à un problème de santé sérieux. Et on est très engagé par ailleurs sur l'accès aux soins pour tous et l'accès aux soins de personnes en situation de handicap à travers une association. Et donc, Deuxième Avis est vraiment, on a un ADN engagé, social, et notre objectif, c'est vraiment permettre
aux patients qui avaient des difficultés d'accès à l'expertise médicale d'y avoir accès. Et notamment les patients qui habitent dans des déserts médicaux, les patients qui ont des problèmes de mobilité, que ce soit liés à la fatigue d'une maladie, à un grand âge ou à un handicap, ou les patients qui n'ont pas de réseau médical, puisque quand vous avez un réseau médical, vous pouvez avoir des passe-droits et arriver assez vite chez un médecin expert. Quand ce n'est pas le cas, c'est plus difficile. Donc, deuxième avis, qu'est-ce que c'est? On est vraiment un service d'accompagnement global. C'est vrai que IPK vous a dit à quel point c'était important pour eux d'accompagner. Et sur l'avis d'experts, sur le second avis, évidemment, pour nous aussi, c'est important d'accompagner. Et donc, grâce au service qui est offert par IPK, vous avez d'abord énormément de contenu qui est accessible sur les pathologies, avec l'explication de la pathologie, avec les questions que vous pouvez vous poser, avec les traitements qui existent à date, avec les examens qui sont nécessaires de faire. Et c'est un contenu qui est fiable puisqu'il est validé par nos 200 médecins qui participent au service et qui sont des médecins référents. La deuxième apport de deuxième avis, en fait, c'est par pathologie, si vous indiquez une pathologie, vous verrez quels sont les médecins qu'on a référencés. Évidemment, ça n'est pas un référencement exhaustif, mais puisqu'on est sur de la télémédecine, mais en revanche, voilà, il y a des patients qui ne sont pas encore au stade du deuxième avis, ne sont pas encore au stade où ils souhaitent demander un avis sur dossier, mais par contre, ils trouvent les coordonnées de certains médecins experts et ils peuvent aussi décider de prendre un rendez-vous physique, notamment s'ils ne sont pas pressés. Et puis, le troisième partie du service, c'est l'avis écrit sur dossier, donc le deuxième avis en ligne, entre guillemets. Et donc là, la promesse de notre service, c'est à partir du moment où vous avez une pathologie connue et votre dossier médical, on vous propose de le transférer sur notre plateforme sécurisée. Vous pouvez choisir un médecin ou laisser, entre guillemets, le médecin le plus prendre votre dossier, il va analyser le dossier et puis il va vous donner son avis sous forme de compte-rendu écrit en moins de 7 jours. Donc, moins de 7 jours, là où les délais de consultation physique, encore une fois, dépassent plusieurs mois, voire 6 mois. Voilà, ce sont des médecins référents du problème de santé. Donc, c'est vrai que c'est un service qui a forte valeur ajoutée et qui est très complémentaire de la téléconsultation. Je crois que vous avez déjà eu un webinaire sur la téléconsultation. La téléconsultation, c'est une visio, plutôt pour des problèmes de santé courants, et donc en mode synchrone. Et derrière la téléconsultation, vous avez des médecins généralistes ou des médecins spécialistes de niveau 1, de ville, on va dire. Deuxième avis, on est uniquement sur des problèmes de santé sérieux, que ce soit des problèmes graves, rares ou invalidants. Et c'est asynchrone, c'est-à-dire que le médecin, il a 7 jours pour vous répondre. Et surtout, on ne lui transfère votre dossier que si votre dossier est complet. Ça ne sert à rien de solliciter le PONT en neurochirurgie si vous n'avez pas d'IRM cérébral pour une tumeur cérébrale, vous voyez. Et donc, c'est deux services très complémentaires. Alors, aujourd'hui, deuxième avis, on a 600 pathologies ouvertes, plus de 200 médecins experts référencés. Et les pathologies pour lesquelles les patients demandent le plus d'avis, donc c'est beaucoup d'orthopédie, notamment tout ce qui est problème de dos, de rachis, de genoux, de hanches. De plus en plus aussi des problèmes de gynécologique, d'infertilité ou d'endométriose où il y a une vraie errance médicale. Et puis, on va dire aussi
une grosse partie sur tout ce qui est cancer et tumeurs. Voilà. Et puis après, on couvre toutes les spécialités, mais uniquement sur les choses sérieuses des spécialités. Par exemple, en ORL, on va être sur la surdité, on va être évidemment sur des tumeurs, on va être sur des acouphènes. Pour l'ophtalmo, on va être sur la DMLA, sur la cataracte de l'enfant, sur les glaucomes. Voilà. Mais en tout cas, il faut retenir qu'on couvre à peu près toutes les spécialités et que donc les spécialités les plus couramment demandées, c'est orthopédie, cancéro. On a un focus infertilité, endométriose, et puis après, c'est neurochirurgie, neurologie, endocrinologie, urologie, infectiologie, etc. Cardiovasculaire. Donc, sur les 200 médecins qu'on a référencés, évidemment, ce sont des pontes, hein, ce sont des médecins référents dans leur domaine. Voilà, on a un conseil scientifique qui a déterminé des critères de référencement. Il y a un critère un peu académique. Souvent, ce sont des médecins qui font de la recherche, qui enseignent, qui participent à des colloques au niveau international. Mais ce sont aussi des médecins qui ont une expérience clinique et qui ont des consultations dédiées sur leur domaine d'expertise. On ne veut pas que ce soit que des chercheurs, entre guillemets, et on veut aussi que ce soit des gens qui voient beaucoup de patients. Et enfin, souvent, ils exercent dans des structures d'excellence. Donc, ça peut être des centres de référence quand c'est des maladies rares ou quand c'est des cancers rares. Ça peut être dans des services vraiment hyper spécialisés. Voilà. Et donc, c'est vraiment les 3 critères de référencement. Le parcours, il est assez simple, hein. On va vous envoyer l'adresse de connexion, puisqu'il y a une landing page dédiée IPK. Vous créez un compte, vous indiquez votre pathologie et vous voyez immédiatement la liste des experts pour cette pathologie. Donc, gros travail de référencement, effectivement, et d'identification des experts de notre part. Vous pouvez soit choisir un médecin, soit laisser un des médecins effectivement vous répondre, et puis après vous transmettez votre dossier médical. Donc vous répondez au questionnaire, vous transmettez vos examens médicaux. Une fois qu'il est complet, donc c'est validé, c'est transmis au médecin expert qui va analyser le dossier et vous répondre en moins de 7 jours sous forme de compte rendu. Évidemment, on a une assistance téléphonique, un service patient qui est là tous les jours de la semaine pour répondre à vos questions, pour vous guider, pour vous aider, alors soit d'un point de vue digital, soit pour récupérer votre dossier médical, soit parce que tout aussi peut se faire en ligne, mais ça peut se faire aussi par téléphone et par courrier pour des gens qui ne sont pas forcément très à l'aise sur Internet. Voilà, et donc c'est pris en charge intégralement par IPK. Donc vous avez de la chance puisque voilà, IPK est un de nos partenaires. Voilà à quoi ressemble un compte rendu. C'est pas drôle, hein, c'est de l'écrit. En revanche, cet écrit, c'est important parce que ça permet d'échanger avec votre équipe médicale traitante. Ça évite le téléphone arabe où vous n'avez pas forcément compris tout parce qu'on n'est pas médecin. Et ça vous permet d'avoir un écrit et de partager cet écrit avec vos proches si vous le souhaitez, et puis surtout avec l'équipe médicale traitante. Si vous avez des questions sur ce compte-rendu ou si vos médecins ont des questions sur le compte-rendu, il y a un service de messagerie sécurisé avec le médecin expert. Hein, donc, vous avez 15 jours pour poser toutes vos questions. Et donc voilà pour cette présentation de service. Merci beaucoup, Madame Dorgeval. Alors, une petite précision, Rao ? Oui, merci Madame Dorgeval pour cette présentation. Et avant qu'on passe à la session questions-réponses, je vous apporte juste un petit rappel sur toutes ces informations. L'accès au service, les modalités de fonctionnement, le numéro de service patient sont disponibles dans votre espace privé IPK. Donc, en cas de besoin, n'hésitez pas à vous connecter à votre compte pour les retrouver. Et à l'instant, Constance va vous partager ce lien d'accès au service directement dans l'onglet de chat. Vous pouvez, si vous souhaitez, d'ores et déjà créer votre compte pour regarder comment ça fonctionne, ce service. Merci beaucoup, Rao.
Alors, Ludovic, j'ai cru comprendre qu'on avait beaucoup de questions. Exactement, Adriana. Donc, je vais partager la première et je vais y répondre. Bonjour, le service est-il accessible aux retraités? Est-il pris en charge par IPK? Alors, l'ensemble des services IPK, donc pris en charge par IPK, deuxième avis en fait partie, sont disponibles pour les actifs, les salariés et les retraités. Donc, quand on est salarié, qu'on part à la retraite et qu'on poursuit avec IPK, on conserve à la fois le même espace participant et on conserve le même niveau de service. J'en profite également pour vous dire qu'on dédie une conférence trimestrielle pour les plus de 57 ans pour aider à la préparation du départ en retraite sur la complémentaire santé et la prévoyance, puisque quand on part à la retraite, eh bien, les couvertures collectives cessent. Donc, il y a une conférence par trimestre. On en a fait une en mars, on en a fait une en juin. La prochaine sera en septembre pour ceux qui approchent de la retraite. Juste pour compléter, Ludovic, alors, ce n'est pas un service qui est donné uniquement pour ceux qui partent à la retraite maintenant, mais c'est aussi un service qui est donné aux retraités actuels ou qui l'étaient même avant 2020 et qui sont affiliés à l'IPK. Exactement, Adriana, voilà, à l'ensemble de nos participants. Merci. Alors, doit-on passer par le médecin traitant avant de faire appel au deuxième avis IPK? Autrement dit, est-ce que l'avis IPK peut être demandé en tant que troisième avis? Alors, je ne sais pas si je répondrai à cette. Enfin, on n'est pas obligé de passer par le médecin traitant pour demander un avis sur deuxième avis. Encore une fois, le préalable, c'est d'avoir connaissance d'une pathologie et puis d'avoir son dossier médical. En revanche, nous, on conseille fortement de mettre son équipe médicale et notamment son médecin traitant dans la boucle parce que voilà, une décision médicale, c'est une décision médicale éclairé, partagé, et ouais, c'est plus sain que le médecin soit dans la boucle. Mais ça n'est pas un impératif. Voilà. Merci Pauline. Alors, question de Daniel. Ce service est-il aussi disponible pour les soins dentaires? Alors non, ce service n'est pas disponible ou pas encore disponible pour les soins dentaires. On est vraiment plutôt sur le médical, en tout cas pas sur le dentaire encore. Et donc non, voilà, la réponse est non. Une question de André. Ma femme qui est adhérente à IPK ne connaît rien à l'ordi. Puis-je traiter moi-même son mari, donc ces problématiques, donc à sa place? Alors oui, d'abord ce que j'ai dit, c'est que comme on a vraiment pensé l'accessibilité aussi pour tous, pour éviter cette fracture numérique avec des gens qui ne sont pas très à l'aise sur… déjà, c'est possible de tout faire par téléphone, de répondre au questionnaire par téléphone et de transmettre un dossier par courrier. Donc, votre femme peut le faire toute seule, mais vous pouvez aussi le faire pour elle. Et à ce moment-là, on a prévu cette case d'un point de vue légal, du moment que votre femme vous autorise à le faire pour elle. Merci. Question de Fiona. Bonjour, est-il utile de passer par deuxième avis avant une expertise médicale? Alors, expertise médicale au sens justement opération ratée ou c'est ça? Alors peut-être que Fiona pourra nous préciser dans l'onglet questions, si vous voulez bien peut-être préciser votre interrogation. Je la reprendrai ensuite. Une question suivante. Peut-être que ce que je peux dire pour répondre en espérant que ça répondra, c'est que deuxième avis est particulièrement utile avant une opération. Hein, quand on se pose la question de est-ce qu'il faut que je sois opérée ou pas, avant un traitement lourd, pour notamment, comme disait le docteur Adamovich, hein, mesurer le bénéfice-risque. La question du sens d'un traitement, d'une opération, elle est essentielle. Et donc, deuxième avis, voilà, vous pouvez poser plein de questions et ça permet d'aborder une opération, un traitement plus sereinement parce que vous avez mieux compris les enjeux. Merci Pauline pour ces précisions. Une question de Richard. Existe-t-il des statistiques qui explicitent les cas où le second avis a effectivement fait modifier le choix du patient? Je vais peut-être apporter 2-3 éléments. Je te passe la main, Pauline.
On a aujourd'hui des statistiques qui commencent à devenir un peu solides sur le nombre d'avis, de second avis divergents et le nombre de second avis convergents, sachant qu'à chaque fois, il faut qu'on dissocie les avis diagnostiques. Et puis, l'autre situation qui est par rapport à une situation diagnostique, les propositions thérapeutiques qui sont faites. Ce qu'on n'a pas encore suffisamment dans nos bases de recherche, c'est finalement quelle est la décision du patient. Est-ce qu'il va se référer au premier avis ou est-ce qu'il va plutôt opter pour le second avis qui lui a été donné? Ça veut dire qu'en fait, il faut revenir vers le patient, l'interroger sur finalement la décision qu'il a prise. Donc, ça fait partie de nos projets de recherche parce que c'est un des sujets sur lequel notre conseil scientifique est très mobilisé. Parce qu'effectivement, finalement, ce qui importe, c'est la décision du patient avec son équipe de référence. Et on a quelques éléments, mais pas encore suffisamment solides statistiquement pour vous répondre. Et après, pour compléter ce que dit le docteur Adamovitch, on a, en termes de statistiques, il y a effectivement 75% des avis qui sont convergents, donc c'est plus de la réassurance, mais c'est important quand on doit se faire opérer, d'être sûr que c'est la bonne technique opératoire et qu'il faut vraiment se faire opérer. 25% de divergence, et dans les divergences, effectivement, ça peut être un autre diagnostic, une remise en cause du diagnostic, une remise en cause de la technique opératoire, l'accès à une proposition de médicaments plus en pointe, moins invasifs, etc. Donc on le suit évidemment pathologie par pathologie, et on voit d'ailleurs que il y a beaucoup plus de divergences en orthopédie, où souvent d'ailleurs c'est avant des opérations, qu'en cancérologie, parce que la cancérologie, c'est déjà assez protocolé. Et puis c'est déjà pas un médecin qui est tout seul, puisqu'il y a des réunions de concertation pluridisciplinaires, et donc c'est l'avis collégial de plusieurs médecins et de plusieurs spécialités. Merci beaucoup, mesdames. Merci, Ludovic. Je vous propose de revenir aux questions en fin de session. Il nous reste un tout petit peu moins d'un quart d'heure. On voit bien que c'est un service qui est très plébiscité et dont il y a beaucoup de questions. Alors, Madame Dorgeval, on vous laisse continuer, s'il vous plaît, sur la dernière session, sur le retour d'expérience, les quelques chiffres et les témoignages. Oui, alors comme je vous disais au démarrage, l'idée c'était de faciliter l'accès à l'expertise médicale pour tous, parce qu'on sait bien qu'il y a des inégalités d'accès à l'expertise, on n'ose pas tous demander un deuxième avis, et les retours d'expérience montrent que vraiment on est bien un service pour tous. Les patients viennent de toute la France. On a quasiment 50% des patients qui proviennent de déserts médicaux et de quasi-déserts médicaux. On est très représentatif de toutes les tranches de population, toutes les catégories socio-professionnelles de la France. Et puis, voilà, on est bien un service utile aussi pour des patients qui ont des problèmes de mobilité, et notamment, voilà, on a 11% de patients avec handicap. Notre promesse, vous vous souvenez, c'est un avis en moins de 7 jours. On tient plus que notre promesse puisque, à date, l'avis rendu est en 5,6 jours. Les patients qui utilisent notre service le trouvent vraiment utile. On a 98% de recommandations, donc c'est un retour qui est évidemment très positif, notamment alors que tout se fait en ligne ou à distance, un sentiment d'écoute et de prise en compte de la globalité de la personne. Et donc, tant mieux, et ça c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Un service utile pour optimiser sa prise en charge, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, on a 75% de convergence, 25% de divergence, mais vous voyez que cette divergence, elle est très différente suivant les spécialités. On est quasiment à 35% de divergence en orthopédie, 25% en cardiovasculaire. Sur l'infertilité, on est à 15% et en cancéro, on est à 14%. Donc, en fonction des spécialités, ça va être très, très différent. Mais c'est utile dans tous les cas. En cas de convergence, vous allez aborder une opération, un traitement plus sereinement. Et en cas de divergence,
au moins vous aurez discuté de toutes les alternatives thérapeutiques possibles avec votre équipe médicale traitante. Et puis éventuellement éviter des opérations, optimiser des diagnostics. Et donc voilà, c'est évidemment très, très important. On a fait une étude toute récente sur effectivement un an après, un an après, qu'est-ce qui se passe? Donc évidemment, c'est des études qu'on doit faire à plus grande échelle, mais en tout cas sur une petite échelle, où il y avait 160 répondants, on sait que 88% des patients ont suivi l'avis rendu par le médecin expert. Donc, 88% des patients ont suivi le deuxième avis en cas de divergence, donc c'est énorme. Et 44% finalement ont eu le sentiment d'optimiser leur prise en charge. Donc, c'est sûr que les médecins, que le fait d'accéder à des médecins avec un très haut niveau d'expertise, ça inspire souvent confiance. Ensuite, c'est partagé avec vous le partagez avec votre équipe médicale traitante. Et nous, on l'organise pas, mais on sait qu'il y a des cas où l'équipe traitante, du coup, échange avec le médecin expert et parfois peut complètement changer d'avis. Là, je vous repasse la parole, Adriana. Oui, merci beaucoup, Madame Dorgeval. Alors, nous allons vous partager une vidéo, en fait, d'un retour d'expérience concernant une hernie discale. Donc, on va lancer le média. Voilà. Philippe, dans quel contexte avez-vous fait appel à deuxième avis et à quel besoin cela correspondait-il? Alors, je souffrais d'une hernie discale. Mon médecin traitant m'avait invité à aller voir un chirurgien relativement rapidement parce que j'avais un problème dans la jambe, un boitement et même si j'avais pas beaucoup de douleur, il était quand même conseillé de consulter. Je suis allé voir un chirurgien qui m'a effectivement invité à me faire opérer au plus vite. Et j'étais un petit peu inquiet de prendre cette décision aussi rapidement parce que j'avais lu par ailleurs que les opérations d'une hernie discale sont relativement peu fréquentes, que c'est une opération de dernier recours et que la plupart se résorbent avec le temps et avec des exercices. Donc j'aurais souhaité logiquement pouvoir avoir peut-être un deuxième avis. Malheureusement, pas d'expert dans mon entourage chirurgien, je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et j'ai cherché un petit peu comme ça qui est-ce qui pourrait m'aider et je suis tombé sur le site Deuxième Avis. J'ai pris contact avec eux, un accueil super sympa, beaucoup d'écoute. J'ai raconté mon histoire et on m'a expliqué qu'effectivement je pouvais bénéficier de l'avis d'un deuxième expert. Et j'ai été invité à télécharger mon dossier complet sur le site. Et quelques jours plus tard, très rapidement, j'ai reçu l'avis complet, un dossier d'un deuxième chirurgien. Alors il se trouve que ce chirurgien confirmait le diagnostic du premier. Donc finalement, je suis passé sur le billard, mais cet avis m'a permis de prendre ma décision de façon beaucoup plus sereine. Je me suis fait opérer, je ne dirais pas avec le sourire, mais en tout cas avec plus de sérénité. Et je pense que c'est vraiment avec le deuxième avis que j'ai pu bénéficier ainsi de cet accompagnement plus serein. Alors, il faut noter que si vous allez sur la page YouTube de deuxièmeavis.fr, vous pouvez consulter d'autres témoignages dans d'autres situations. N'hésitez pas. Je me suis permise tout à l'heure de raccourcir la session questions. Nous avons une autre session questions. On peut peut-être prendre un peu plus de temps parce qu'il nous reste un tout petit peu plus de 5 minutes avant la fin de cette présentation. Alors, Adriana a perdu le réseau, mais ça revient. Je pense qu'elle voulait nous dire que nous allions reprendre les questions. Donc, je vais afficher une nouvelle question de Flavien. Je pense qu'on aura la réponse assez facilement. Mais peut-on bénéficier d'un second avis pour l'évaluation du taux d'incapacité? Premier examen réalisé par le médecin de la sécurité sociale. Alors, pour moi, c'est pas. Encore une fois, c'est des services dédiés. C'est pas deuxième avis. C'est pas la vocation de deuxième avis. On est dans le ressort de l'évaluation dans une situation de handicap avec la détermination d'un taux d'incapacité. On n'est pas sur un diagnostic médical ou sur une proposition thérapeutique. Donc, ça sort de notre champ.
Voilà, ça sort du champ d'intervention deuxième avis. Une question de Claude. Si vous considérez notre dossier incomplet, nous communiquez-vous les pièces que nous devons vous faire parvenir pour le compléter? Alors oui, c'est l'intérêt, c'est-à-dire que dès le départ, vous indiquez une pathologie, vous voyez les médecins et on vous dit très vite quels sont les examens qu'il va falloir produire pour que si par hasard vous n'avez pas fait un examen, vous puissiez effectivement le faire. Mais si vous avez votre dossier complet, au moins vous pouvez rassembler ces examens parce que parfois, il faut que vous alliez les demander à votre médecin, à la clinique, à l'hôpital et ça peut prendre un peu de temps. Donc oui, en tout cas, la réponse est oui. Il y a la liste exacte des examens obligatoires et voilà, vous avez tout le temps pour les transmettre. Ludovic, juste avant de passer à la prochaine question, est-ce que vous m'entendez là cette fois-ci? Tout à fait. Très bien. Alors, je crois qu'on a un sondage à partager. Exactement, comme j'ai précisé au début, on est presque à la fin de la conférence, donc on a 2 petits sondages. La première question, c'est que déjà, nous espérons que cette conférence vous sera utile. Donc, si vous étiez confronté à un problème de santé sérieux, utiliseriez-vous le service compte avis médical? Alors, merci beaucoup, Ao. Je pense que je vais pouvoir continuer sur les questions. Puis cette question, Ao et Adriana, elle vous sera destinée puisque c'est sur un sujet de prise en charge du service. Donc une question de Serge. Puis-je demander un deuxième avis pour ma mère? Est-ce aussi pris en charge par IPK? Alors, si elle est inscrite en fait sur votre mutuelle IPK, oui, parce que vous pouvez avoir la possibilité d'inscrire vos ascendants à charge fiscale. Si malheureusement elle n'est pas inscrite, vous pouvez quand même avoir accès au service. Malheureusement, il ne sera pas pris en charge par IPK. Voilà, c'est vraiment la question de la facturation qui relève d'IPK quand vous êtes adhérent IPK. Une question de Christophe. Madame Dorgeval y a répondu presque tout à l'heure, mais quelle est la différence avec médecin direct, Adriana? Alors, je me permets de remettre la slide où on faisait la comparaison entre la téléconsultation médicale. Hop, on est là. Donc, si vous voulez, je peux répondre aussi. Médecin direct, c'est vraiment de la téléconsultation et c'est pour des problèmes de santé courants et vous aurez accès à un médecin généraliste en priorité ou spécialiste de ville en visio. Deuxième avis, on n'est pas sur les problèmes de santé courants, on est plutôt sur les problèmes, on est carrément sur les problèmes de santé graves, rares ou invalidants. Merci beaucoup, Madame Dorgeval. Alors, à titre d'exemple, vous pouvez faire appel à Médecin Direct, donc qui est notre prestataire que l'on met à votre disposition pour la téléconsultation médicale un dimanche soir à 22 h parce que vous avez un peu de fièvre ou que vous avez des enfants qui sont un peu malades. En revanche, vous allez faire appel à deuxièmeavis.fr parce que vous avez une question, je donne vraiment d'endométriose et que là, on a vraiment une pathologie beaucoup plus lourde et beaucoup plus compliquée en tout cas à traiter. Il ne s'agit pas juste d'un bilan généraliste. Voilà. Donc, si ça peut vous permettre d'avoir un ordre d'idée. Très bien, Adriana, merci. Comment faire valoir ce deuxième avis auprès du spécialiste qui nous suit? Question très intéressante. Donc, question de Julie. Isabelle, je te laisse la parole. Alors, comment faire valoir? Je dirais que, comme je le disais en introduction tout à l'heure, c'est un droit reconnu depuis maintenant presque 20 ans pour chaque personne de solliciter un deuxième avis médical ou chirurgical. Ça peut être tout l'intérêt d'avoir associé son médecin traitant à cette démarche parce que ça permet d'expliquer que ce besoin de deuxième avis répondait à la nécessité d'avoir des réponses à des questions sur les conséquences de l'intervention qui a pu être proposée, sur l'assurance d'avoir tous les éléments pour prendre une décision. Culturellement, bien entendu, on a encore des médecins qui peuvent être un peu réticents à cette pratique, mais c'est aujourd'hui plus anecdotique. On a
génération de médecins qui a évolué, qui sait que la médecine c'est hyper spécialisé, que sur des situations médicales complexes, des pathologies chroniques, plusieurs avis sont plus utiles qu'un seul avis. Donc, je pense que la transparence et le dialogue et le fait d'annoncer au premier médecin qu'on a été prendre un deuxième avis, que ça nous a conforté dans ce qui avait été dit lors de la première rencontre ou que ça nous a plutôt donné envie de prendre une autre direction, c'est tout à fait possible de le dire et c'est entendable par tout médecin. Merci beaucoup, docteur. Alors, il est 14h, le timing a sonné. Vraiment pas, enfin, n'ayez aucune crainte. En fait, toutes les questions qui ont été posées là, auxquelles nous n'avons pas répondu, nous les reporterons sur le support. Vous recevrez en replay dans les quelques jours qui viennent. Nous finissons toujours par une petite vidéo institutionnelle que je lance tout de suite. Et par avance, merci beaucoup au docteur et à Madame Dorgeval pour vos interventions. Merci beaucoup de nous avoir invités. IPK est le leader, oui, et le leader de notre secteur affinitaire, le secteur de l'aéronautique, de l'espace et de la défense. On est la famille aéronautique au sens large, mais dans l'institution, on est une famille, on est soudés et avec les salariés. On peut dire qu'IPK est une famille. Comme toute famille, on a des moments où on s'engueule et des moments où on s'entend très bien. On se dit tout et on est totalement transparent dans les échanges et c'est ce qui fait qu'on avance tous ensemble. Tout le monde se connaît entre les donneurs d'ordre, les sous-traitants. Si on est mauvais, ça se sait très vite, mais si on est bon, ça se sait aussi rapidement. On pourrait faire le parallèle rigolo en disant qu'on est le village de Gaulois, les Astérix, par rapport à tous les autres. C'est une start-up qui se réinvente en permanence, donc c'est toujours la jeune fille qui a la baraka. C'est une boîte qui, en plus d'être professionnelle, est une boîte accessible. C'est une société dans laquelle on comprend, ce n'est pas anonyme. C'est de la haute couture, hein, c'est de la dentelle. Nos clients sont vraiment traités individuellement. La qualité de la relation que l'on peut avoir avec l'IPK, on ne la trouve pas ailleurs. Bravo IPK, parce qu'effectivement, vous êtes solide, vous êtes compétitif et puis vous êtes fiable. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une institution de prévoyance comme IPK? C'est sa très grande proximité avec ses clients. Évidemment, un niveau de qualité de service qui doit avoir des standards beaucoup plus élevés que ce qu'on peut retrouver dans le marché. Tout ça à un tarif qui est extrêmement maîtrisé. Les coûts de fonctionnement de l'IPK sont largement inférieurs à un certain nombre de coûts d'organismes plus importants que l'IPK. La maison est vraiment une maison attirante pour beaucoup de DRH du secteur de l'aéronautique et du spatial. Il s'agit de rester le leader de la protection sociale complémentaire dans le secteur de l'aéronautique, de l'aérospatial, civil et militaire. Si IPK n'a pas la compétence en interne, on va la chercher chez tous les partenaires possibles et imaginables sur le marché qui ont ces compétences. Absolument. Donc cette politique de coopération, tant technique que politique, est une des clés de la réussite. IPK en un mot, proximité. Réactivité. Solidité. C'est une pierre précieuse. C'est sa réactivité. La solidarité. Une saine gestion. Le consensus. Petit mais costaud. C'est l'efficacité, c'est la réactivité. L'IPK assure. Unique. Longévité. Notre mutuelle. Confiance. Le paritarisme. L'avenir. Les deux mots, agilité, proximité. Plaisir. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ajoute sur ça? Voilà, merci beaucoup. Merci à notre partenaire deuxièmeavis.fr de nous avoir accompagnés, un partenaire incontournable sur le marché. Et on vous renverra donc le replay. Merci à l'équipe IPK, toujours soudée et présente. Nous vous souhaitons une très bonne journée et à très bientôt. Prenez bien soin de vous. À bientôt, prenez soin de vous. Merci. Merci IPK. Merci à vous.